Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Toute cette semaine, nous avons eu à cœur de vous faire découvrir ou redécouvrir l'œuvre du romancier, essayiste et dramaturge Milan Kundera. Peut-on ressentir, saisir réellement cette œuvre sans l'avoir jamais entendue dans la langue natale de l'auteur? Nous n'en sommes pas sûrs. Nous sommes très heureux de clore cette série par un extrait lu en tchèque du roman Le livre du rire et de l'oubli, que vous pourrez écouter d'abord en tchèque, lu par Anna Kareninova. Elle a traduit du français vers le tchèque les derniers romans de Milan Kundera, écrits en français. La lenteur, l'identité, l'ignorance et la fête de l'insignifiance. Nous la remercions chaleureusement pour cette lecture émouvante, qui sera suivie par la lecture de l'extrait en français, lu par Anne Zimmer de plateforme Exploration du geste. Můj tatínek během posledních 10 let svého života ztrácel postupně řeč. Nejdřív si jen nemohl vzpomenout na některá slova, anebo místo nich říkal jiná, jim podobná a sám se tomu hned smál. Na konci však už byl sto říci jen několik docela málo slov a veškeré jeho pokusy o delší sdělení končily větou, která byla jedna z posledních, které mu zbyly. To je zvláštní. Říkal, to je zvláštní a v jeho očích byl nekonečný údiv nad tím, že všechno ví, ale nic neumí říci. Vědci ztratili jména a slili se v jedno jediné nerozlišitelné soucno. A jenom já, když jsem s ním mluvil, mohl jsem na chvíli to bezejmenné nekonečno proměnit nazpět ve svět pojmenovaných jednotlivostí. Jeho nesmírně veliké modré oči v krásné staré tváři byly stejně moudré jako kdysi. Vodil jsem ho často na procházku. Obešli jsme vždycky jeden blok domů, to bylo vše, navíc už tatínek nestačil. Chodil špatně, dělal malé krůčky a při troše únavy mu tělo začalo přepadávat dopředu a on ztrácel rovnováhu. Často jsme se museli zastavit, aby si odpočal, opřen čelem o zeď. Na těch procházkách jsme si vyprávěli o hudbě. Dokud tatínek dobře mluvil, ptal jsem se ho málo. A tak jsem to teď chtěl dohonit. Mluvili jsme tedy o hudbě, ale byl to divný rozhovor mezi tím, kdo nic nevěděl a znal mnoho slov, a tím, kdo věděl všechno, ale neznal žádná slova. Během celých těch 10 let své nemoci tatínek psal dlouhou knihu o Beethovenových sonátách. Psal sice o něco lépe, než mluvil, ale přece jen se mu i při psaní čím dál hůř vybavovala slova, takže jeho textu bylo už těžko rozumět, protože se často skládal ze slov, která neexistují. Jednou mě zavolal do svého pokoje. Měl na klavíru rozevřenou sonátu opus 111, její poslední větu složenou z variací. Podívej se, řekl mi a ukazoval do not. Hrát na klavír už také přestal umět. Podívej se, opakoval, a podařilo se mu ještě říci po dlouhé námaze, já už vím. A pořád se snažil mi pak něco důležitého vysvětlit, ale jeho sdělení se skládalo ze zcela nesrozumitelných slov. Takže když viděl, že mu nerozumím, udiveně se na mě podíval a řekl, to je zvláštní.
Já ovšem vím, o čem chtěl mluvit, protože si tu otázku už dlouho kladl. Beethoven si ke konci svého života mimořádně oblíbil formu variací. Zdálo by se na první pohled, že je to forma ze všech forem ta nejpovrchnější, pouhá exhibice hudební techniky, práce spíš pro krajkářku než pro Beethovena. A on z ní udělal poprvé v dějinách hudby jednu z nejzávažnějších forem, do níž uložil své nejkrásnější meditace. Ano, to je dobře známo, ale tatínek chtěl vědět, jak tomu máme rozumět. Proč právě variace? Jaký zatím vězí smysl? A proto mne tehdy volal do svého pokoje, ukazoval do not a říkal, já už vím, rozumím výčitkám, které si dělala Tamina. Když mi tatínek umřel, zžíral jsem se jimi také. Nemohl jsem si odpustit, že jsem se ho tak málo ptal, že o něm tak málo vím, že jsem si ho nechal minout. A právě ty výčitky mi dali náhle pochopit, co mi chtěl asi říci nad rozevřenými notami sonáty opus 111. Pokusím se to vysvětlit srovnáním. Symfonie je hudební epopej. Mohli bychom říci, že se podobá cestě, která vede vnějším nekonečném světa od věci k věci dál a dál. Variace jsou také cestou, ale ta cesta nevede vnějším nekonečném. Znáte jistě Pascalovu myšlenku o tom, že člověk žije mezi propastí nekonečně velkého a propastí nekonečně malého. Cesta variací vede do onoho druhého nekonečna, do nekonečné vnitřní rozmanitosti, která se skrývá v každé nejmenší věci. Ve variacích objevil tedy Beethoven jiný prostor a jiný směr hledání. Jeho variace jsou v tomto smyslu novým vyzváním na cestu. Forma variací je forma maximálního soustředění a umožňuje skladateli, aby mluvil jen o věci samé, aby šel rovnou k jádru. Předmětem variací je téma, které nemá často víc než 16 taktů. Beethoven jde dovnitř těch 16 taktů, jako by se spouštěl šachtou do nitra země. Cesta do druhého nekonečna není méně dobrodružná než cesta epopeje. Tak se stupuje fyzik do zázračných útrob atomu. Každou variací se Beethoven vzdaluje víc a víc původnímu tématu, které se nepodobá poslední variaci o nic víc než květina svému obrazu pod mikroskopem. Člověk ví, že nemůže obejmout vesmír s jeho slunci a hvězdami. Mnohem nesnesitelnějšímu připadá, že je odsouzen minout i druhé nekonečno, to blízké, které je na dosah. Tamina minula nekonečno své lásky, já jsem minul tatínka a každý minul své vlastní dílo, protože za dokonalostí se jde dovnitř věci a nikdy se nedojde až na konec. To, že nám uniklo vnější nekonečno, přijímáme jako samozřejmý úděl, ale to, že jsme minuli druhé nekonečno, si budeme do smrti klást za vinu. Mysleli jsme na nekonečno hvězd a o nekonečno tatínka jsme se nestarali. Není divu, že se variace staly láskou dospělého, zralého Beethovena, který moc dobře věděl, jako to ví Tamina a jako to vím já, že není nic nesnesitelnějšího, než minout člověka, kterého jsme milovali, těch jeho 16 taktů a vnitřní vesmír jejich nekonečných možností. Celá tato kniha je román ve formě variací.
Jednotlivé oddíly následují po sobě jako jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu. Six mois plus tard, Hubble a été arrêté et condamné à de longues années de prison. À ce moment-là, mon père était mourant. Pendant les 10 dernières années de sa vie, il a perdu peu à peu l'usage de la parole. Au début, il ne lui manquait que quelques mots, ou à leur place il en disait d'autres qui leur ressemblaient, et aussitôt il se mettait à rire. Mais à la fin, il n'y avait que très peu de mots qu'il pouvait prononcer et, chaque fois qu'il essayait de préciser sa pensée, ça se terminait par la même phrase, l'une des dernières qui lui restait. « C'est étrange !» Il disait « C'est étrange !» et il y avait dans ses yeux l'immense étonnement de tout savoir mais de ne rien pouvoir dire. Les choses avaient perdu leur nom et se confondaient en un unique être indifférencié. Et j'étais le seul, quand je lui parlais, à pouvoir faire un instant ressurgir de cet infini, sans mots, l'univers des entités dénommées. Sur son beau visage, ses vastes yeux bleus exprimaient la même sagesse qu'avant. Je l'emmenais souvent faire sa promenade, nous faisions invariablement le tour du même pâté de maison. Papa n'avait pas la force d'aller plus loin. Il marchait mal, il faisait de tout petits pas et, dès qu'il était un peu fatigué, son corps commençait à pencher en avant et il perdait l'équilibre. Il fallait souvent nous arrêter pour qu'il se repose le front contre un mur. Pendant ces promenades, nous discutions de musique. Tant que papa avait parlé normalement, je lui avais posé peu de questions. Et maintenant, je voulais rattraper le temps perdu. Donc, nous parlions de musique, mais c'était une étrange conversation entre quelqu'un qui ne savait rien, mais connaissait des mots en grand nombre, et quelqu'un qui savait tout, mais ne connaissait pas un seul mot. Tout au long des 10 années qu'a duré sa maladie, papa écrivait un gros livre sur les sonates de Beethoven. Il écrivait sans doute un peu mieux qu'il ne parlait, mais même en écrivant, il avait de plus en plus de mal à trouver ses mots et son texte devenait incompréhensible parce qu'il se composait de mots qui n'existent pas. Un jour, il m'a appelé dans sa chambre. Il avait ouvert sur le piano les variations de la sonate opus 111. Il m'a dit « Regarde » en montrant la partition. Il ne pouvait plus jouer du piano. Il a répété « Regarde » et il a encore réussi à dire après un long effort « Maintenant, je sais ». Et il essayait toujours de m'expliquer quelque chose d'important, mais son message se composait de mots tout à fait incompréhensibles et, voyant que je ne le comprenais pas, il m'a regardé avec surprise et il a dit « C'est étrange !» Évidemment, je sais de quoi il voulait parler, parce qu'il se posait cette question depuis longtemps. Les variations étaient la forme favorite de Beethoven vers la fin de sa vie. On pourrait croire, de prime abord, que c'est la forme la plus superficielle, un simple étalage de technique musicale, un travail qui convient mieux à une dentelière qu'à Beethoven. Et Beethoven, pour la première fois dans l'histoire de la musique, en a fait une forme souveraine. Il y a inscrit ses plus belles méditations. Oui, c'est une chose bien connue, mais papa voulait savoir comment il faut la comprendre. Pourquoi justement des variations? Quel sens se dissimule derrière?
C'est pour cela qu'il m'avait appelé dans sa chambre et qu'il me montrait la partition en disant « Maintenant, je sais ». Je comprends les reproches que se fait Amina. Je m'en suis fait, moi aussi, quand papa est mort. Je ne pouvais pas me pardonner de lui avoir posé si peu de questions, de savoir si peu de choses sur lui, de m'être permis de le manquer. Et ce sont justement ces remords qui m'ont fait brusquement comprendre ce qu'il voulait sans doute me dire devant la partition ouverte de la sonate opus 111. Je vais essayer de m'expliquer par une comparaison. La symphonie est une épopée musicale. On pourrait dire qu'elle ressemble à un voyage qui conduit, à travers l'infini du monde extérieur, d'une chose à une autre chose, de plus en plus loin. Les variations aussi sont un voyage. Mais ce voyage-là ne conduit pas à travers l'infini du monde extérieur. Vous connaissez certainement la pensée où Pascal dit que l'homme vit entre l'abîme de l'infiniment grand et l'abîme de l'infiniment petit. Le voyage des variations conduit au-dedans de cet autre infini, au-dedans de l'infinie diversité du monde intérieur qui se dissimule en toutes choses. Dans les variations, Beethoven a donc découvert un autre espace à explorer. Ces variations sont une nouvelle invitation au voyage. La forme des variations est la forme où la concentration est portée à son maximum. Elles permettent au compositeur de ne parler que de l'essentiel, d'aller droit au cœur des choses. La matière des variations est un thème qui n'a souvent pas plus de 16 mesures. Beethoven va au-dedans de ces 16 mesures comme s'il descendait dans un puits à l'intérieur de la terre. Le voyage dans l'autre infini n'est pas moins aventureux que le voyage de l'épopée. C'est ainsi que le physicien pénètre dans les entrailles miraculeuses de l'atome. À chaque variation, Beethoven s'éloigne de plus en plus du thème initial, qui ne ressemble pas plus à la dernière variation que la fleur à son image sous le microscope. L'homme sait qu'il ne peut embrasser l'univers avec ses soleils et ses étoiles. Bien plus insupportable est pour lui d'être condamné à manquer l'autre infini, cet infini tout proche et à sa portée. Tamina a manqué l'infini de son amour. Moi, j'ai manqué papa, et chacun manque son œuvre, parce qu'à la poursuite de la perfection, on va à l'intérieur de la chose, et là, on ne peut jamais aller jusqu'au bout. Que l'infini du monde extérieur nous ait échappé, nous l'acceptons comme une condition naturelle. Mais d'avoir manqué l'autre infini, nous nous le reprocherons jusqu'à la mort. Nous pensions à l'infini des étoiles, mais l'infini que le papa portait en lui, nous ne nous en soucions pas. Il n'est pas surprenant qu'à l'âge de sa maturité, les variations soient devenues la forme préférée de Beethoven, qui savait fort bien, comme le sait Amina et comme je le sais, qu'il n'est rien de plus intolérable que de manquer l'être que nous avons aimé, ces 16 mesures et l'univers intérieur de leurs possibilités infinies. Tout ce livre est un roman en forme de variation. Les différentes parties se suivent comme les différentes étapes d'un voyage qui conduit à l'intérieur d'un thème, à l'intérieur d'une pensée, à l'intérieur d'une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l'immensité. Nous allons nous quitter sur ces mots et clore la série consacrée à l'œuvre de Milan Kundera. Nous sommes certains que vous allez vouloir lire et relire tous les livres de ce grand écrivain. Toute l'œuvre de Milan Kundera
est disponible chez les éditions Gallimard, en relié, en poche et également dans 2 volumes de la collection La Pléiade. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.